Bon. Alors, si vous êtes ici, il y a au moins deux raisons. D'abord, je présume que c'est le sujet qui vous intéressait, l'orientation dans l'espace, et que vous avez bien compris d'abord que ce n'est pas une orientation dans l'espace des étoiles, et que vous avez réussi à vous rendre ici. C'est déjà un bon point. Donc, vous avez mis en marche les processus d'orientation dans l'espace. Donc, si, ou bien vous avez eu la chance de passer par la porte à côté, ça a bien été pour vous orienter, ou bien vous êtes passé par l'entrée principale, et puis là, vous avez véhiculé dans ce labyrinthe qu'est cet édifice. Par ailleurs, vous avez aussi fait face à un espace figurant qui est l'espace de la ville pour vous orienter. Et une fois de plus, vous avez mis en jeu des processus d'orientation dans l'espace pour vous rendre à l'Institut ici. C'est donc dire que le processus d'orientation dans l'espace, c'est une activité de la vie quotidienne qu'on met en marche le plus souvent inconsciemment, tous les jours, et qui est important pour notre autonomie. Voilà, donc l'orientation dans l'espace, qu'est-ce que j'ai réalité? Ce que l'on entend ici, comme j'ai dit, ce n'est pas les étoiles, c'est vraiment la capacité à une destination. C'est une définition toute simple qui ne nous engage pas trop à ce niveau-là. Activité de la vie quotidienne qui est importante pour l'autonomie, à un point tel que quand cette capacité est atteinte, ce qui arrive, c'est que les gens ont une considérable perte d'autonomie, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus se déplacer dans leur environnement, et avec tout ce que ça implique en termes des diverses activités qui sont liées au déplacement, le travail, sur les magasiniers, les loisirs, et ainsi de suite. Je dirais également que les environnements où se font ces déplacements, ils sont très variés. Pour nous, évidemment, ça concerne surtout les environnements urbains et les édifices. Alors, l'autre élément qui me semblait intéressant et important d'aborder dans notre contexte, c'est la question de la familiarité ou non des trajets. J'insiste sur ce point parce que dans une condition où les trajets sont familiers, c'est-à-dire, par exemple, de votre domicile à votre épicerie du coin de la rue, donc c'est un trajet qui est bien connu, qui ne vous pose pas de problème pour être exécuté, exige... c'est-à-dire que vous avez déjà une bonne connaissance du trajet comme tel et de l'environnement dans lequel c'est. Et ce qui est important ici, je dirais, c'est l'aspect plutôt automatisé de la chose. C'est-à-dire que ça vous demande peu de ressources cognitives, peu de mémoire, d'attention et de planification. Donc, des trucs qui vont de manière automatique, qui sont faits de manière plutôt inconsciente par ailleurs. L'autre côté de la médaille, ce sont les trajets non familiers, cette fois. Je suis pas là. Alors, qui concernent surtout les trajets complexes et ou dans les environnements complexes. Alors, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on n'a pas une bonne connaissance de l'environnement ou du trajet comme tel. Ça veut dire que dans ces conditions-là, on parle vraiment de résolution de problème. Ici, c'est le point que je veux souligner. Donc, se déplacer, s'orienter dans l'espace devient un problème à résoudre et qui va exiger l'articulation d'un plan. Donc, éventuellement, il faut faire un plan qu'on va pouvoir aborder tout à l'heure. Il faut faire un plan de votre déplacement. Alors, ce que je souligne ici, c'est le fait que ça demande plus de ressources cognitives, donc plus de mémoire, d'attention et de capacité de planification. Alors, l'autre volet de l'orientation à l'espace, c'est ne pas être capable de s'orienter, être désorienté dans son environnement. Le docteur Davignon nous a donné une belle illustration tout à l'heure. Alors, quel impact ça a, ça a différents impacts sur différents aspects. Évidemment, ça a un coût de temps et un coût économique. Parce que, bon, on sait par exemple que dans certains édifices commerciaux ont été transformés sur le seul fait que les gens, quand ils y allaient, ils s'y perdaient. Donc, ce faisant, les gens n'y allaient plus, ce qui posait quand même certains problèmes pour les commerçants en place. Alors, la difficulté à s'orienter, c'est aussi une perte d'efficacité.
en perte de temps. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et le difficulté à s'orienter peut aussi entraver une réponse rapide pour des besoins urgents. D'accord? Donc, ici, ça illustre le scène d'urgence qui, des fois, nous apparaît familier. Alors, et il y a aussi l'aspect plus personnel, c'est-à-dire se perdre. Se perdre, c'est une situation frustrante, c'est une situation qui génère du stress, quelquefois qui est anxiogène. Et puis, comme je le soulignais tout à l'heure, ben, c'est qui entraîne éventuellement une perte d'autonomie. Alors, deux petits mots sur les capacités de rotation dans l'espace et le vieillissement. Alors, ce que je vais faire dans ce contexte-là, je vais aborder des aspects que j'ai appelés les aspects cognitifs généraux, qui concernent l'attention et la mémoire, et des aspects plus spécifiques de l'espace comme tel, de l'orientation de l'espace. Pourquoi je fais ça? C'est que, en fait, ces aspects généraux, la mémoire et l'attention, sont des préalables de fait à ce processus-là qui est plus spécifique. Autrement dit, pour pouvoir bien s'orienter, ben, il vous faut éventuellement mettre en marche une bonne capacité d'attention, qui est des aspects numériques aussi, de la mémoire. Alors, mon propos n'est pas de vous faire un exposé sur la mémoire, mais peut-être juste pour rappeler rapidement deux, trois concepts. Alors, on distingue, il y a différents types. La mémoire, c'est pas, on parle de mémoire comme ça, mais il faut plutôt parler de différents aspects de la mémoire, de différents processus de mémoire. Alors, c'est ce qui fait qu'on a d'abord ce qu'on appelle une mémoire à long terme, qui concerne une mémoire procédurale, qui est peu affectée par le vieillissement, qui font référence à des activités qui sont fortement automatisées, soit des activités, des habiletés motrices ou bien cognitives. Alors, c'est un peu comme on dit faire la bicyclette, eh bien, c'est vraiment de la mémoire procédurale. Vous savez comment le faire, comme presque instinctivement, on pourrait dire. Et dans le contexte de la navigation spatiale, ça peut référer à faire des trajets qui sont très familiers. C'est-à-dire que vous sortez de la maison et puis vous déplacez sans vraiment trop nécessairement penser à ce que vous faites. Et puis, c'est comme si ça se faisait de manière automatique. Il y a la mémoire sémantique qui est aussi peu affectée par le vieillissement et qui concerne les connaissances générales qu'on apprend, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une bicyclette justement. Ce sont des notions comme ça, générales, qu'on a pris un moment et puis ça fait partie de notre bagage intellectuel, de notre culture générale. Alors, le pendant de ça en termes d'orientation dans l'espace, ça serait les connaissances générales sur l'espace, comme les notions de points cardinaux, des choses comme ça. Donc, ce sont des notions très générales. La mémoire épisodique, qui elle est plus fragile, se fragilise dans le vieillissement, concerne des événements plus personnels qu'on peut situer dans le temps et dans l'espace. Et dans notre contexte à nous, ça concerne les apprentissages de trajets nouveaux, par exemple. Et la mémoire, une mémoire à court terme, puis on va parler d'une mémoire de travail. C'est une mémoire qui nous permet de traiter une information, pour ainsi dire, online, dans le contexte d'une tâche actuelle. C'est-à-dire, si vous voulez, par exemple, téléphoner, vous allez mémoriser un numéro de téléphone. Donc, c'est une information qui va retenir le temps d'opérer votre tâche, de téléphoner, et puis après, qui va disparaître. Donc, et nous, ce qui va être... enfin, il va nous intéresser, c'est que quand on va parler de planification, eh bien, ça voudra dire que quand on planifie un trajet, bien, il faudra quand même, sur le terrain, toujours avoir en tête les différentes décisions qu'on aura éventuellement élaborées. Je vais revenir sur cet aspect de l'heure. Alors, deux mots aussi sur l'attention, le processus d'attention, qui est aussi un préalable à toute activité cognitive incluant l'orientation dans l'espace. Alors, l'attention soutenue qui concerne la capacité de tenir un certain niveau d'attention dans une tâche monotone. Typiquement, conduire une automobile, par exemple, hein, c'est sur une autoroute, donc vous devez maintenir un niveau d'attention général. Et puis, pour
de sorte à éviter de vous endormir sur la route, parce que c'est quand même un peu embêtant. L'attention sélective concerne la capacité à se concentrer sur une tâche et pas se laisser distraire par les informations non pertinentes. L'attention divisée, c'est la capacité qu'on a à faire une ou deux choses, faire deux ou trois choses en même temps. D'accord? Et je soulignerai aussi que dans le vieillissement, ce qu'on observe, c'est une difficulté à planifier et à organiser le comportement de manière générale. Puis aussi, évidemment, il faut aussi signaler le fait qu'il y a un certain ralentissement cognitif. Donc, les tâches peuvent être faites et aussi en prenant un peu plus de temps. Alors, de manière plus spécifique dans le vieillissement, ce qu'on observe, c'est qu'il y a effectivement certains déclins dans la capacité à s'orienter avec le vieillissement. Une baisse qui peut entraîner, je reviens sur l'idée de perte d'autonomie et d'indépendance. Et puis, on observe également que dans les déplacements, les personnes âgées ont tendance à aller moins loin. Donc, c'est comme si, pour ainsi dire, l'espace se rétrécissait pour, à un moment donné, n'aller que dans le quartier, dans l'environnement immédiat à la maison. Alors, je rapporte ici vraiment en vrac les observations qui ont été faites à travers différentes recherches, c'est-à-dire que les capacités spatiales déclinent le plus rapidement possible que les capacités linguistiques. Alors, c'est ce qu'on a observé. Les capacités linguistiques, même des fois, ont tendance à se maintenir quand même assez longtemps et décliner beaucoup moins rapidement. Capacité à s'orienter dans l'espace est particulièrement sensible au vieillissement, je vais signaler. Ça se traduit par un déclin dans la mobilisation des repères, un déclin dans la localisation des objets, des environnements, un déclin dans la capacité d'apprendre de nouveaux trajets, un déclin dans l'utilisation de stratégies pour suivre ou indiquer un itinéraire. Alors, les deux cartes formelles, j'ai parlé de la carte mentale, qui concerne soit la connaissance de l'environnement ou un processus de réorganisation de l'information, les résolutions de problèmes, qui concerne la structure de la décision et l'organisation des décisions. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, la carte mentale, la notion de carte mentale, donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est une vieille notion qui réfère au fait, à la connaissance qu'ont les gens de leur environnement, notamment. Ce qui veut dire, de manière un peu plus spécifique, une connaissance des objets qui s'y trouvent, donc comme les églises, les centres d'achat, les différents édifices. Les relations spatiales qui, évidemment, qu'il y a entre ces objets, c'est-à-dire, de manière très concrète, disons que l'église est près de la route, donc c'est un rapport de proximité. L'église est à la droite du centre d'achat, donc c'est un rapport, on appelle des relations spatiales par rapport à un individu, c'est à ma droite, c'est à ma gauche, c'est devant ou derrière. L'église était 500 mètres du centre d'achat, c'est-à-dire que c'est des relations cette fois de distance métrique. Et ça concerne aussi les différents trajets et routes qu'on peut avoir développés dans cet environnement. Alors, la notion de carte mentale, c'est tout simplement comme, donc une connaissance qu'on a dans notre environnement. Donc, voilà notre environnement, plutôt complexe, et puis une certaine représentation qu'on en aurait. Donc, c'est une élaboration, un certain niveau de compréhension personnelle qu'on a de l'environnement. On peut qualifier ça comme ça. Alors, à travers cette diapo, qui est un peu rigolote, j'ai voulu illustrer ça, c'est-à-dire que c'est une représentation d'un individu de son environnement géographique. Et puis, dans ce cas-là, on imagine que c'est quelqu'un qui vit dans la région, qui a une représentation un peu hypertrophiée de son environnement, détaillée, et alors que le reste, vous voyez que c'est un peu synthétique. Donc ça pour illustrer le fait que c'est une élaboration, et que cette élaboration, elle est propre à chacun. Et l'information qu'on y a et l'importance qu'on y apporte va dépendre de chacun de nous. Alors, dans ce contexte, quelqu'un qui est orienté, c'est quelqu'un qui a une bonne connaissance de son environnement qui entoure et cette personne peut se situer à l'intérieur de cet environnement. Alors, l'autre aspect, c'est la réorganisation de l'espace. Bon,
c'est bien de dire qu'on a des choses dans la tête, mais maintenant, il faut quand même les organiser, ces informations. Alors, la notion de carte mentale, l'une des deux conceptions qu'on a, c'est aussi cette capacité à traiter et à manipuler l'information. Alors, quelqu'un dont on dit qu'il a une bonne carte mentale, ben, c'est quelqu'un qui peut faire ce genre de tâche ici. D'accord? Imaginez que je vous demande de pointer en direction de l'oratoire. D'accord? Est-ce qu'il y en a qui veulent s'essayer? Oui. Bon, si je vous demande de pointer en direction de l'entrée de l'édifice ici, l'entrée principale, enfin de l'Institut, l'entrée principale. Voilà. Voilà. Donc, ce que vous avez fait, c'est une opération de type carte mentale, c'est-à-dire que vous n'avez pas appris en entrant ici, vous n'avez pas appris spécifiquement qu'il faut que je pointe là, qu'il faut que je pointe là, mais vous aviez de l'information que vous avez assimilée de manière plus ou moins automatique en venant ici. Et puis, par un traitement de type carte mentale, c'est une expression générale, vous êtes en mesure de pointer une direction non visible, c'est-à-dire d'intégrer cette information-là pour pouvoir avoir une connaissance plus exhaustive de votre environnement. Oui. Si je me souviens de toutes les flèches que j'ai suivies, du trajet que j'ai fait pour me rendre ici, est-ce que ça peut, dans quelle mémoire ça pourrait? C'est une mémoire de trajet qui est différente de celle de la carte mentale comme telle, au sens de pointer. Donc, c'est une connaissance qui va être plus de mémoire épisodique, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a telle chose et puis telle chose à tel endroit, et ainsi de suite. Donc, ce sont des épisodes, des éléments, si vous voulez, de votre déplacement. Mais c'est à partir de cette information-là, par exemple, que vous pouvez réorganiser et après pointer là et là. Donc, vous voyez un peu la différence? Il y a une question de cheminement linéaire qu'on reproduit, il y a un aspect un peu de mémoire locomotrice, là. Et il y a d'autre part l'intégration à un niveau supérieur d'une information qui est fondée sur ce que vous avez mémorisé, mais qui la dépasse d'une certaine manière. Pardon? Le cheminement me fait perdre trouver la porte principale. Tout en marchant pour venir ici, je ne savais plus. Oui, c'est ça. C'est deux choses différentes. Vous pourriez, par exemple, je vais l'illustrer par ici, cette diapo qui illustre bien ça, c'est que vous pourriez retourner sur la base de la mémorisation de l'écran, mais ça ne veut pas dire que nécessairement vous pourriez pointer. Ces deux niveaux, ils sont des fois interreliés, mais c'est quand même deux niveaux. La carte mentale, c'est un niveau, on dit supérieur, on peut appeler ça ce qu'on appelle une opération de deuxième degré, c'est-à-dire que sur la base de ce que vous avez intégré, vous réorganisez et puis vous faites une autre tâche qui dépasse un peu la première. Alors, c'est ce qu'on peut illustrer ici, dans cette diapo un petit peu rigolote ici, c'est que dans le cas présent, c'est l'enfant qu'on veut reconduire chez lui, mais comme il n'a qu'une connaissance, il est à ce point 1 ici, alors, comme il n'a qu'une connaissance linéaire de son environnement, c'est-à-dire qu'il connaît le trajet entre sa maison et son école, l'aller et le retour, donc c'est une grande connaissance linéaire. Il n'a pas une connaissance suffisante de l'environnement, donc il ne peut pas faire l'opération de carte mentale, qui serait ici de prendre un raccourci ou de pointer en direction de sa maison. Et d'ailleurs, dans l'évolution, dans le développement de l'enfant, c'est une opération, ça, de la carte mentale doit se développer plus tardivement. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que assez tôt, les enfants vont pouvoir partir de la maison, aller à l'école, par exemple, à un point, et revenir. Mais ça ne veut pas dire qu'ils pourraient prendre des raccourcis. Vous voyez les deux niveaux? Voilà. L'orientation de l'espace, c'est la notion de problème. C'est le contexte dans lequel nous, on a fait nos études ici. Parce que bon, je n'insisterai pas sur les raisons
qui nous ont poussé à travailler dans ce contexte-là. Mais l'idée, c'est que s'orienter dans l'espace, c'est un problème à résoudre. Donc, il va impliquer de notre part une planification, une organisation de nos actions. Et voilà. L'intérêt de cette approche, c'est que, imaginez quand vous arrivez dans une nouvelle ville, hein, vous arrivez à l'aéroport et puis vous devez vous rendre à votre hôtel. Ben, c'est pas une carte mentale dans le sens d'une représentation de l'environnement qui va vous aider, puisque vous n'en avez pas. C'est plutôt un processus d'organisation de votre comportement, en fait, de vos actions pour vous rendre là, qui va être la clé de votre succès. Ou non. Alors, les deux aspects qu'on va étudier, j'en ai parlé, structure de la décision et l'organisation des décisions. Donc, je vais aborder ça rapidement, et j'espère être le plus simplement possible pour que ce soit compréhensible, parce que c'est sur cette base, après, qu'on va essayer d'élaborer des stratégies pour nous aider éventuellement dans notre orientation dans l'espace. Essayons de voir de manière très générale, c'est quand on regarde quelqu'un qui s'oriente dans l'espace, qu'est-ce qu'il fait? C'est que, bon, il dit je vais à tel endroit, je fais telle chose, c'est-à-dire je vais, en sortant du stationnement, pour prendre l'exemple ici, je me dirige vers le nord, ensuite je me rends jusqu'à la rue Sherbrooke, là je tourne à droite, ainsi de suite. Donc si on enregistrait les commentaires de ces gens-là, on aurait une série de décisions comme ça. Hein? Donc je fais ceci. Et cette décision-là, ben, c'est toute... c'est-à-dire qu'il y a toute une série de décisions qui est plus ou moins longue et qui se fait de manière plus ou moins linéaire, donc à partir d'un point de départ et jusqu'à la destination. Donc on a une série de décisions. D'accord? Donc, premier concept, une série de décisions, une séquence. Donc, une séquence de décisions. Et comme je le signalais, ces décisions ont à la fois un lieu, plus spécifiquement des points de repère, et une action qui est associée. Alors, c'est ce que je représente ici. Donc, le premier niveau, la décision. Donc, une personne décide de faire, par exemple, à l'intersection du couloir, il y a une pharmacie, il y a une signalisation verte, là, je tourne à droite. D'accord? Alors, quand on fait ce genre de choses, qu'est-ce qu'on fait, entre autres? Eh bien, c'est notre décision dans laquelle on a de l'information, un lieu, un point de décision, un élément significatif, un point de repère. Un point de repère, bon, je pense que ça tourne sur le sens, c'est-à-dire c'est un élément spécifique, particulier, qu'on va reconnaître éventuellement et qui va nous permettre, à partir de là, de faire une action quelconque. D'accord? D'aller tout droit, à gauche, tout droit, et ainsi de suite. Cette information, ce point de repère, évidemment, il est dans un lieu, et idéalement, il est à un point de décision. Le point de décision qui, par définition, est un endroit où on va décider d'une action ou d'une autre. D'accord? Donc, soit à gauche, soit à droite. Donc, et qui savent nous conduire à l'action. Donc, la décision comporte une information, donc un point de repère, un point spécifique, un point de décision, de préférence, et qui va nous conduire à une action. Donc, on a décision, association, repère et action qui est liée. Donc, c'est le premier concept de base. Alors, je vais m'attarder un petit peu ici sur le traitement de l'information, qui est justement toutes ces informations qu'il y a autour de nous. Juste pour en dire deux mots rapidement, en signalant qu'il y a différents types d'informations, évidemment, et pour les différents types d'environnement. Nous, ce qui nous concerne, généralement, sont les milieux architecturaux. Hein, l'information, elle est très générale. Hein, c'est autant la couleur du mur, c'est autant n'importe quel objet, mais c'est aussi des informations des fois plus spécifiques. Des couloirs qui se croisent, des signalisations, des choses comme ça. Alors, le point à souligner ici, c'est qu'il y a beaucoup d'informations autour de nous, elles doivent être sélectionnées, et surtout, elles doivent être sélectionnées de manière pertinente par rapport à notre tâche. L'autre aspect qu'on a aussi étudié, c'est la question de recherche d'information. Dans le sens que c'est vrai que l'information, il y a tout le temps d'informations autour de nous, mais si on veut s'orienter,
on ne peut pas tout simplement réagir à toutes les informations qui sont autour de nous. Il faut sélectionner l'information, il faut la chercher des fois. Donc, si vous voulez, par exemple, en entrant dans l'édifice ici, ce que vous faites, c'est chercher, par exemple, le numéro du local où vous voulez aller, et puis éventuellement l'étage ou des choses comme ça. Alors, ces diapos pour illustrer les différents types d'informations. Vous avez reconnu l'entrée principale de l'Institut ici. Alors, je vous les présente dans un double but parce que tout à l'heure, je vais parler d'une recherche qu'on a faite et puis qu'on a passé, dans cette recherche, on a passé par ces endroits-là. Donc, on parlait d'informations, vous voyez, d'informations variées, des couloirs, des points d'intersection, des points de décision. Et évidemment, des assignations très spécifiques sur la base qui peuvent être mises là pour aider l'orientation. Donc ici, on a des différents bureaux et des numéros qui sont associés. Alors, j'illustre par là le travail déjà assez important qui est à faire en termes d'intégration visuo-perceptive, mais aussi en termes de compréhension. C'est-à-dire qu'on a un symbolisme graphique ici. Il y a aussi des codes qui sont à décoder par définition, c'est-à-dire la partie de l'édifice, l'étage, et puis ici les numéros du local. Et par cette diapo ici, ce que j'illustre, c'est la nécessité de sélectionner l'information. Ça paraît évident, mais c'est quand même une tâche qui est importante à faire. Et de la comprendre également, parce que des fois, les systèmes de signalisation, sur le plan visuo-perceptif ou d'organisation, sont plutôt anarchiques. Et évidemment, ben, vous connaissez ça. Je pense que vous avez tous eu des surprises dans votre vie. Alors, donc, la compréhension de ça, hein, c'est déjà, juste ça, c'est déjà intéressant à étudier. Puis, bon, ben, ça, je ne vais pas poursuivre de commentaires là-dessus. Il y a aussi cette information des routes, des autoroutes. Je souligne le fait que c'est de l'information qui doit être tout de suite saisie, rapidement intégrée et qui doit tout de suite conduire à une décision. Évidemment, tout ça dans un contexte d'attention divisée parce qu'il y a toutes les voitures autour. Donc, ce qui fait que le processus d'orientation en conduite automobile est très exigeant en termes cognitifs. On a parlé de décision, de série de décisions. Donc, la décision d'une série plus ou moins grande de décisions. Alors, l'idée est la suivante, c'est que l'idée que je vais essayer de vous communiquer, c'est que quand on a des tâches complexes, on a besoin de plusieurs décisions, et ces décisions-là s'organisent. Donc, c'est un processus cognitif de planification. Dans une condition simple, entre la décision, pour ainsi dire, et l'action, si je décide, par exemple, de prendre mon objet ici, mon pointeur, c'est pas très, très compliqué. Pour ainsi dire, mon action est tout de suite orientée vers la décision. Si, par contre, vous ne pouvez pas exécuter immédiatement cette action, il peut arriver, et c'est souvent le cas, que pour arriver à votre but, vous devez prendre une décision, mais pour que cette décision-là puisse être exécutée, vous devez en prendre une autre, et ainsi de suite. Donc, vous avez toute une série de décisions qui s'alignent les unes à la suite des autres. Et c'est un des trucs qu'on a étudié ici. Alors, comment s'organisent ces décisions, ces multiples décisions? Alors, dans ce contexte, je vais utiliser des informations qu'on a obtenues dans le cadre d'une recherche qui consistait à aller à la clinique dentaire. Je vous en dis deux mots. Alors, la rue, ici vous avez la rue Queen-Mary, l'arrêt d'autobus. Alors, je ne sais pas si vous voyez, là, c'est pas là-bas, l'arrêt d'autobus qui est juste là. Et puis, l'entrée principale qu'on a vue tout à l'heure sur la diapo. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé par là. Donc, le trajet qu'on demandait, c'est à des personnes ici. On demandait de nous amener à la clinique dentaire, d'aller à la clinique dentaire, qui est ici en l'occurrence. D'accord? C'est des gens qui ne connaissent pas le milieu. Alors,
Alors, ici, on a un peu la méthodologie qui a été utilisée, c'est-à-dire que l'examinateur accompagnait le sujet qui était là, posait des questions pour essayer de connaître sa mécanique mentale, pour ainsi dire. Et la personne devait faire comme si elle pensait à voix haute, c'est-à-dire qu'elle devait décrire les actions qu'elle fait. C'est-à-dire, des fois, des actions toutes banales, évidemment, qu'on ne fait pas tous les jours. C'est-à-dire, bon, là, j'avance sur le trottoir, je regarde le panneau qui est là, je me dirige vers la porte, et ainsi de suite. Et puis, là, on avait enregistré tout ça, transcrit tout ça, identifié les décisions, et ensuite analysé l'organisation des décisions. Donc, en 2 mots, c'est que on était à l'arrêt d'autobus, on partait là, l'examinateur suivait le sujet, et qui passait par l'entrée principale ici. Il y avait un répertoire qu'on a vu tout à l'heure, qui était là, qui prenait l'adresse. Et puis éventuellement, on devait monter, parce que c'est quand même un des petits pièges de cet édifice qu'on a exploité. Donc, il monte un petit escalier ici, puis il devra monter après. Et là, il se retrouve, non pas au premier étage, mais au 2e étage. Et puis, il doit aller jusqu'au couloir ici, qu'on a vu tout à l'heure. Ultimement, tourner à gauche, prendre l'ascenseur et aller à la clinique dentaire. Évidemment, là, c'est le trajet idéal, mais les gens ne savent pas, alors ils devaient chercher toutes ces informations-là. Donc, ça paraît très simple, mais c'était quand même pas si simple que ça. Alors, l'idée est la suivante, c'est que si on analyse les différentes décisions, comment s'organiser, bon, on voit qu'il y a une séquence comme ça. Hein, tout simplement, tout bêtement, j'allais dire, arrêt d'autobus, à partir de là, on marche sur le trottoir, on monte l'escalier ici, on ouvre la porte pour entrer, et puis là, ben, on est entré dans l'institut. Et puis là, ben, on cherche le répertoire, on lit le répertoire, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une séquence très simplifiée. Ça, c'est ce qu'on voit en première analyse. Hein, on regarde les gens faire, c'est ce qu'on voit. Mais ce qui nous a intéressé, nous, c'est ceci, c'est qu'en fait, ici, je reproduis ce qu'on vient de voir avant, donc les points de départ, marcher, ainsi de suite. Alors, à travers l'ensemble des protocoles qu'on a analysés, on a remarqué que si dans l'action, ça se passe comme ça, mais dans la programmation, la planification, c'est pas tout à fait aussi linéaire comme ça. C'est plutôt quelque chose comme ça. C'est que, dans le fond, la première décision que les gens prennent, c'est, je dis, ben, je vais rentrer dans l'institut. Bon, mais pour entrer dans l'institut, qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord marcher tout le trottoir, monter l'escalier, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que ce qui est une séquence linéaire ici, de fait, l'élément qui a été formulé par le sujet arrive avant, même si dans l'action, ça arrive après. Alors, pour faire une histoire courte, ce que je veux souligner par là, c'est que d'abord, on a nos décisions, et puis dans le processus de planification, il y a une organisation hiérarchique des décisions qui doivent être accomplies. D'accord? L'autre point, donc il y a hiérarchie des décisions, l'autre point, et qui est quand même important pour nous, c'est que ces différentes décisions ici, plus générales, qui sont formulées en premier, comme elles ne peuvent pas être exécutées immédiatement, mais elles doivent être regardées en mémoire. C'est là qu'on va établir ce qu'on appelle la mémoire de travail. Donc, il faut que le sujet, dans ce contexte-là, se rappelle qu'il avait pris cette décision pour éventuellement l'accomplir, l'exécuter directement sur le terrain, en l'occurrence ici dans l'Institut. Donc, alors, à travers l'ensemble des protocoles qu'on a étudiés, on a dégagé ces niveaux généraux ici. Donc, entrer dans l'Institut, pour faire cela, il fallait faire ça, et ainsi de suite. Donc, il y avait un algorithme qu'on utilisait pour comprendre ça. C'est que quand le sujet faisait une action, si on posait la question, on dit pourquoi il l'a fait. Donc, il fait cette action-là dans le but de. Donc, ce qui nous permettait de monter comme ça à un niveau supérieur. Et cette action-là elle-même était faite dans le but de. Donc, éventuellement, on avait toute une série de décisions comme ça qu'on pouvait dégager la relation hiérarchique, de la relation logique entre elles, et pour ultimement arriver évidemment à la décision plus globale et générale d'aller à la clinique dentaire. Et toutes les décisions avaient toutes pour fonction, évidemment, d'aller ultimement à la clinique dentaire. Bon, voilà, ça c'est les deux concepts qu'on a vus, donc les décisions et l'organisation des décisions en termes de niveau hiérarchique et aussi l'impact de la mémoire de travail. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ça concrètement?
on passe à notre troisième partie, ce qui concerne l'amélioration de nos performances en orientation spatiale. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé pour améliorer sa performance en orientation spatiale, je fais comme tout à l'heure, je vais aborder des aspects généraux et des aspects plus spécifiques. Alors, encore une fois, des aspects généraux qui sont comme la mémoire et l'attention, qui sont des préalables. Et puis les aspects plus spécifiques sur lesquels on va s'attarder tout à l'heure, et dont le mot-clé va être la structuration, donc structurer son information. Alors, vous vous souvenez que j'ai parlé de l'attention tout à l'heure. Donc, c'est un préalable pour une bonne orientation, comme pour toute autre activité, ne serait-ce que pour se mémoriser ou pour faire n'importe quoi, dans la mesure où porter attention à nous permet d'augmenter notre niveau de vigilance et de mieux intégrer l'information qui est autour de nous. Donc, et ça, plusieurs études ont montré que l'entraînement d'attention favorise l'apprentissage. D'accord? On pourrait vous faire tout un cours entier sur ces aspects-là d'attention et de mémoire, mais qu'il me suffise de dire ici qu'en termes de stratégie toute simple, il faut porter attention à ce qu'on fait. Donc, prendre conscience de la tâche et ne pas se lancer de manière impulsive dans son environnement sans l'observer. Je pense que le mot-clé ici, c'est vraiment observer son environnement avant de se lancer pour enregistrer le maximum d'informations pertinentes. Par ailleurs, il faut essayer de développer aussi de bonnes stratégies d'encodage. Là, encore une fois, il y a des gens spécialisés ici qui ont travaillé là-dessus, dans le développement des capacités mnésiques, de la mémoire. Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Sinon, pour vous dire qu'évidemment, c'est impliqué ici. Et que, bon, ce qu'on peut faire, c'est organiser l'information. Et je vais vous donner quelques trucs là-dessus tout à l'heure. Et avoir évidemment des stratégies de mémorisation, telles que l'imagerie mentale, en ce sens que, pour les points de repère, essayer de se faire une image mentale de points de repère qui soit bien spécifique, qui soit bien porteur pour vous, qui vous dise quelque chose de manière bien spécifique par rapport à un environnement. Évidemment, il y a toujours la stratégie générale de répéter en boucle l'information et d'utiliser éventuellement, dépendant des notes, l'utilisation de calepin. Alors, bon, je reviens sur mon petit graphique de tout à l'heure, c'est un rappel. On a parlé, vous vous souvenez, dans la décision de l'information et de l'action. Dans le fond, l'idée ici, c'est de rechercher de l'information, donc les points de repère, qu'ils soient spécifiques, et d'établir l'association repère-action. Donc, cela vous permet éventuellement d'éliminer toutes sortes d'informations non pertinentes, de vous centrer sur une information spécifique, un comportement, à un endroit spécifique sur un point de décision. Donc, vous simplifiez beaucoup comme ça l'information qui peut être autour de vous pour aller éventuellement à une série justement d'associations, repères, actions aux différents points de décision. Alors, je parlais de recherche d'information, donc je reviens à ce que je disais, apprendre à lire, à chercher des points de repère. Cela signifie des points de repère significatifs, distincts et faciles à retenir. Ça, évidemment, c'est pour vous-même, selon vous-même. Il y a des choses qui vont vous faire prêter plus dans un environnement que d'autres. Et dans des lieux significatifs, c'est-à-dire que c'est pas la peine de chercher 10 points de repère alors que vous êtes dans un grand couloir. L'important, c'est d'avoir un bon point de repère spécifique quand vous arrivez à l'intersection du couloir, par exemple. Hein. Donc là, si vous n'avez qu'à faire une association directe entre le couloir et le point de repère. Alors, dans la recherche de l'information, je prends cette illustration. Vous êtes au centre d'achat, vous sortez en sortant de l'auto. Ici, vous portez attention. Première chose à faire, toute simple. Hein? C'est pas transcendant comme idée, mais c'est seulement ça. Donc, observez attentivement avant de quitter votre auto, avant de vous lancer. Donc, où est-ce que vous êtes? Simplement repérer des points de repère significatifs. Donc, est-ce que vous êtes à côté d'un poteau? Est-ce que le poteau porte un numéro? Est-ce que vous êtes près ou non des chariots ou entrepôts des chariots? Identifier l'entrée par rapport au point où vous êtes.
Donc, le numéro, la couleur, des choses comme ça. Évidemment, éviter ce genre de point de repère. La belle auto rouge qui est à côté de la vôtre. Hein. C'est pas évident qu'elle soit là à votre auto, alors que le poteau, lui, a plus de chances qu'il soit là à votre auto. Je continue cette illustration. Identifier les positions relatives. On parle vraiment ici d'espace, de direction spatiale des points de repère. C'est-à-dire par rapport à la soie. Donc, je suis ici. Qu'est-ce que j'ai à ma droite, à ma gauche, devant, des choses comme ça. Les repères entre eux aussi. Voilà, telle chose par rapport à telle autre, c'est loin, est-ce que c'est avant ou après dans la séquence, et ainsi de suite. Donc, les distances, et puis, bon, voilà, donc, différentes informations, relativement simples, dans le fond, mais sélectionnées. C'est ça qui est le point central ici. Évidemment, si vous, comme ça arrive souvent dans notre vie, vous avez un retour à faire, ben, se rappeler de deux choses. La séquence des décisions est inversée, c'est-à-dire que la première décision quand vous avez quitté votre voiture, puis la deuxième, et ainsi de suite, eh bien, au retour, ça va être inversé. C'est-à-dire que, évidemment, la dernière décision devient la première, et ainsi de suite. Donc, juste prendre conscience de ça, réaliser ça, bien mémoriser ça. Et aussi le fait que vos points de repère, vous allez repérer par définition, savoir que si à l'aller c'était à ma droite, mais au retour, ça va être à la gauche. Voilà. Et prendre les points de repère, des points stratégiques, je le rappelle, et à ces points stratégiques, justement encore, s'arrêter, simplement faire demi-tour, et puis regarder comment sera l'environnement quand vous allez revenir. Ça va vous faciliter passablement les choses ici. Je souligne ici ce genre de choses à éviter à faire si vous conduisez. Voilà, j'ai dégagé 3 cas de figure, pour ainsi dire, et vous allez voir, ça, dans le fond, je reviens sur les idées qui sont développées, qui doivent être adaptées. Elles vont concerner donc les décisions comme telles et la séquence des décisions. Toujours la même idée, donc si vous êtes sur le terrain, par exemple, et vous vous déplacez, peut-être pour éventuellement justement revenir, toujours avoir en tête votre décision, votre processus d'association entre le repère et l'action aux différents points de décision. Donc, simplement, par exemple, à la vue shadow, je tourne à droite. Donc, vous faites comme ça une espèce d'association simple, chaque groupe droite, puis gauche, puis des choses comme ça. Donc, ce qui fait que vous révisez le nombre d'informations que vous devez enregistrer. Établir la séquence de manière exhaustive et pertinente. Ce qui veut dire, de manière exhaustive, le problème qui se pose, c'est évidemment au point de décision. Quand vous arrivez, il y a une intersection, vous devez savoir si vous continuez tout droit, si vous tournez à gauche ou à droite. Donc, exhaustif, c'est toutes les décisions, toutes les associations aux différents points de décision. Et pertinent dans le sens où c'est pas la peine lorsque vous n'avez pas de point de décision, c'est un peu l'autre revers de la médaille. Si vous n'avez pas de point de décision, c'est pas la peine de vous charger la mémoire d'observer des points de repère. Vous attendez d'être au prochain point de décision, et de dire, bon, voilà, à tel endroit, je fais telle chose. Et évidemment, il y a tout le grand défi ici pour tout le monde, la mémorisation de tout ça. Il y a des stratégies qu'on peut développer pour augmenter nos performances en amnésie, mais je vous dirais tout simplement que l'imagerie mentale peut aider, parce que justement le matériel qu'on a de repère est assez facilite ce genre de stratégie. Et répéter mentalement en boucle jusqu'à son exécution, éventuellement. Et puis, si vous pouvez le faire, le plus simple, c'est de noter sur un calepin les différentes associations, les différentes décisions, donc repères d'action. Alors, dans la deuxième condition, deuxième cas de figure, c'est
supposons que vous avez un grand trajet à planifier. Alors l'idée est la suivante, vous vous souvenez du tableau que je vous ai montré, la hiérarchie des décisions. L'idée centrale ici est simplement la suivante, c'est que il faut partir, en fonction de cette approche d'une hiérarchie, partir des décisions les plus générales. Et pour chacune des décisions les plus générales, après, essayer de définir les décisions plus spécifiques qui vont nous permettre d'exécuter cette décision de niveau supérieur, et ainsi de suite. Donc, par exemple, pour aller à Québec, je vais prendre l'autoroute. Et après ça, on se dit, oui, mais pour prendre l'autoroute, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre l'entrée, je vais prendre l'autoroute à cette entrée-là. Puis pour me rendre à cette entrée-là, je vais prendre la rue, et ainsi de suite. Donc, ceci facilite beaucoup votre approche, vos stratégies, pour bien planifier. Et quand ce processus-là, il est bien mis en marche, et bien le reste, ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ici, après, c'est toujours les associations, repères, actions. C'est toujours la séquence après. Il faut traduire ça aussi en séquence d'action. Et puis la mémorisation. Donc ça, c'est exactement ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Alors, dans un troisième cas de figure, quand il s'agit de demander de l'information dans l'environnement. Alors, demander l'information aux services spécialisés, c'est-à-dire les gens qui sont bien informés de l'environnement. Notamment, un gentil policier qui va vous expliquer comment vous rendre. Mais évidemment, si on l'a tous vécu, c'est pas toujours facile de comprendre ce que le policier dit. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Comment on peut comprendre, formaliser ça? C'est que le policier, on va imaginer qu'il sait de quoi il parle, lui, il vous donne, pour ainsi dire, un plan de décision. C'est-à-dire qu'avec toutes les décisions nécessaires, on espère pertinentes et exhaustives et pertinentes, et on espère aussi qu'il va vous les donner dans le bon ordre. Donc, qu'il va vous donner à la fois l'association des repères d'actions, donc à la Sherbrooke, vous tournez à droite, et ainsi de suite, et qu'il va vous les donner dans le bon ordre. Donc, un truc comme ça. Mais évidemment, ce qui arrive souvent, c'est qu'on retient bien la première, et puis le reste, c'est un petit peu moins clair. Alors, comment passer de là à là? C'est peut-être essayer d'appliquer cette stratégie, d'abord, de saisir, de dégager cette association repère-action. Hein? S'il ne vous le donne pas à votre convenance, en poser des questions, donc en ayant en tête, voilà, mais si je suis là, qu'est-ce que je fais? Bon, ensuite, maintenant, si j'arrive à telle rue, qu'est-ce que je fais? À gauche, à droite, et ainsi de suite. Parce que, bon, il arrive que l'information, elle est bien donnée, de manière très, très efficace, mais comme ça vous arrive souvent, je pense, des gens qui disent toutes sortes de choses, donnent toutes sortes d'informations, pas nécessairement pertinentes. Alors, deuxième aspect, est-ce que la liste des décisions ici, elle est pertinente et exhaustive? Donc, comme je disais, est-ce qu'il donne toutes les informations? D'après vous, évidemment, vous ne pouvez pas nécessairement savoir, mais est-ce que ça a un sens pour vous, ce qu'il vous donne comme information? Sinon, évidemment, poser des questions et pour établir cette séquence, dégager cette séquence-là. Et puis, comme toujours, mémoriser à l'aide d'images mentales, répéter, et puis la stratégie du calvaire. Évidemment, encore une fois, si la mémoire de travail ici a un impact important, parce que c'est encore là, c'est toujours là où on se garde l'information, toujours, et jusqu'au moment où on va pouvoir l'exécuter dans l'environnement. Et s'il n'y a personne pour vous informer, et j'arrive à la quatrième partie, et compte tenu de l'heure, ici, on a deux choix. J'avais pensé vous donner éventuellement, de faire une petite démonstration d'un des sites. Ce sont des sites Internet. Vous devez en connaître un certain nombre d'entre eux. Comme il y a MapQuest, il y a Google Maps, il y a évidemment le site de la Société de transport de Montréal. Le 4.1 vous donne aussi la description d'itinéraire. Donc, ce sont des outils ici que vous pouvez éventuellement utiliser. Alors, la démonstration, vous allez sur le furteur Google, ou le moteur de recherche, je ne sais pas quel terme on va dire.
Donc, vous avez effectivement ici le map, d'accord? Vous cliquez et ça vous amène sur le Canada. On va dire comme ça qu'on cherche le lieu de l'Institut ici, d'accord? Bon, voilà, vous voyez, c'est super. Donc, on arrive tout de suite sur le lieu. Donc, au bout ici, on a l'Institut. Vous le connaissez ici. Et puis, vous avez à côté le collège Notre-Dame. Et puis ici, vous avez l'oratoire. D'accord? Alors, par la fonction ici, vous pouvez afficher, vous avez les noms. Vous avez ici le curseur pour préciser l'altitude, hein, si vous pouvez avoir une vision beaucoup plus éloignée, donc plus d'informations, mais moins précise, ou l'inverse, évidemment. D'accord? Donc, c'est extrêmement intéressant parce que vous avez, en un sens, un plan très, très précis avec les noms de rue. Alors, ce que vous pouvez faire ensuite, c'est chercher un itinéraire, donc entre le point où vous êtes, par exemple, et un autre point où vous allez. Ça peut être évidemment de votre maison, ici. Alors, pour les besoins de la cause, donc j'en avais déjà mis un. Je mets ici les codes postaux, mais vous pouvez entrer l'information plus directement. Je vais juste au plus court. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a ici à la gauche un itinéraire à partir d'un point de départ vers un point d'arrivée. Une ligne bleue, comme ça, et qui vous donne le trajet idéal à suivre pour vous rendre au point B qui est ici. Vous pouvez évidemment aller voir plus en détail ce qu'il en est, pour avoir une vision un peu plus précise. Et ceci, c'est excessivement intéressant pour planifier vos déplacements. C'est très, très efficace. Ça fonctionne aussi avec juste Actrice? Oui, oui. Là, je suis allé au plus rapide. Là. Non, mais ça pourrait fonctionner avec une Actrice. Oui, oui. Pas qu'un autre pas. Oui, oui. Ben voilà, essentiellement. Il y a différents sites qui peuvent vous aider pour vous déplacer, qui vont vous donner le trajet de manière assez précise. Donc, il y en a quelques-uns, mais il y a aussi d'autres outils. Je pense évidemment que le but ici n'est pas de vous donner une liste exhaustive de tous les outils qui pourraient être vous être utiles, mais quand même, je pense que les principaux sont là. Et puis, bon, ma foi, ça me semble très intéressant à utiliser. Alors, voilà, donc j'arrête ici. Et je vous remercie de votre attention. Il était un peu tard. Est-ce qu'il y a quelques questions? Monsieur Réville, en outil, le système SOS, le système GPS. En fait, en anglais, c'est GPS. Le système d'orientation satellitaire. Oui. Est-ce que, de façon fonctionnelle, est-ce que ça diminue la capacité cognitive, les capacités cognitives ou fonctionnelles d'un individu en vieillissant, ou si ça l'aide vraiment? Ben, probablement que ça l'aide, mais c'est pas fonctionnel. Est-ce qu'en bout de ligne, ça peut lui nuire? C'est-à-dire, c'est pas une façon de développer, par exemple, notre vigilance, notre attention, notre sens de remarquer des voies de repère et tout le genre.
Oui, il y a deux volets à la question. C'est le fait, si je comprends bien, le fait d'utiliser des outils comme ça, si ça nous facilite tellement la vie que ça finit par nous rendre un peu paresseux intellectuellement. Voilà. Ouais, ça fait le sens. Écoutez, je ne suis pas prêt à dire cela, parce que déjà, ça nécessite d'autres habiletés de faire ça. Et puis, bon, ma foi, s'il y avait un peu d'aide, il n'y a pas de problème à ça. Et puis, ça vous rend plus fonctionnel. Et, non, moi, je n'ai pas de problème avec l'idée d'utiliser des outils. Parce qu'eux-mêmes exigent des processus d'organisation, de planification. Ça vous aide à mieux vous planifier. Ça ne fait pas de travail pour vous. Donc, ça vous facilite la vie et au contraire. Je ne sais pas si Romédie a un commentaire là-dessus. Peut-être pour aider Madame sans ordinateur, dans l'orientation spatiale, on l'avait mentionné, il y a comme deux stratégies d'orientation. Une première stratégie, c'est, on l'appelle linéaire, comme Constant l'a décrit, c'est par rapport à nous-mêmes. Alors quand on fait un parcours, on s'imagine l'environnement par rapport à soi. Okay? Je fais ça, donc il y a des choses autour de moi, quelque chose à droite, quelque chose à gauche, et puis je mémorise ça. L'autre stratégie, c'est que à un niveau plus haut, je commence à comprendre comment les éléments ont un rapport entre eux sans faire référence à moi. Alors, si vous allez dans une ville que vous ne connaissez pas, essayez pas tout de suite de comprendre comment les éléments ont un rapport entre eux, mais essayez par petits parcours d'abord, autour peut-être de votre hôtel, de faire des cheminements et puis apprendre votre environnement à cette échelle-là. Et puis peut-être vous allez un peu plus loin, puis un peu plus loin, puis un peu plus loin. Et puis sans que vous fassiez un effort extraordinaire, votre représentation va se construire. Et peut-être après 3-4 jours, vous êtes capable de faire ces rapports que vous avez l'habitude de faire à Montréal. J'aimerais savoir si dans vos recherches, vous avez observé des différences intergenres dans les stratégies utilisées pour l'orientation spatiale. Genre sexe? Oui, c'est-à-dire que, par exemple, si on regarde les stratégies plus externes ou linéaires, carte mentale, est-ce que les hommes et les femmes utilisent les mêmes façons pour s'orienter? Il y a tout un volet de recherche sur cette question-là. J'ai décidé de ne pas en parler parce que j'avais pas assez de temps, mais je vais simplifier en disant que les femmes ont plus souvent une tendance à avoir une stratégie, on dit plus linéaire, et de fonder leur déplacement sur des points de repère. Ils ont une meilleure mémoire des points de repère. C'est très global comme analyse. Alors les hommes vont avoir plutôt tendance à une stratégie qu'on pourrait dire coordonnée, de fonder les déplacements sur les points cardinaux, par exemple. Il va dire, bon, on prend Sherbrooke vers le nord, la femme va peut-être dire, bon, on prend Sherbrooke jusqu'à l'église, puis tu tournes à droite, et puis il va dire, tourne à l'est. Et puis bon, il y a d'autres éléments qui... mais donc, globalement, là, oui, les petites stratégies. Cela étant dit, en termes de gestion spatiale, bon, ma foi, les femmes se rendent de manière efficace là où elles veulent. Et puis, même si les stratégies, les types d'informations en termes de carte mentale sont un peu différentes, ultimement, bon, évidemment, les déplacements de l'un et l'autre sont efficaces. Vous avez peut-être le mot de la fin, monsieur. C'était juste par rapport à l'aide. Vous allez peut-être observer que si vous vous rendez quelque part vous-même, vous prenez les décisions, vous allez vous souvenir du parcours. Si quelqu'un vous amène, vous n'allez pas. Et la raison de ça, c'est que si vous prenez les décisions, comme Constant l'a démontré, vous structurez vos décisions et vous structurez l'environnement par rapport à vos décisions. C'est pour ça que si vous vous rendez vous-même, vous prenez vos décisions, c'est beaucoup plus efficace que si quelqu'un vous montre comment aller quelque part. Et d'ailleurs, l'illustration du policier qu'on avait vu, c'est que le policier, lui, il a déjà fait le parcours. Lui, il a structuré ses décisions. Mais l'autre personne qui écoute, lui, il n'a pas structuré les décisions.
Il y a juste une série d'informations qui lui sont données d'une manière non structurée, c'est pour ça qu'il ne peut pas s'en souvenir, à part du fait que une seule faute, le mauvais endroit. Je veux juste vous poser une question, parce que moi, je suis de la génération papier. L'électronique, c'est compliqué. Peut-être que c'est une mauvaise décision, mais dans mon automobile, j'ai une carte privée de Montréal et j'ai réussi jusqu'à maintenant à me rendre à peu près où je voulais sans avoir un ordinateur à la maison ou un GPS. Par ailleurs, je suis dans le processus de m'acheter une voiture et les vendeurs insistent pour qu'à mon âge, parce que je vais l'installer un GPS dedans, c'est seulement 3 000 $ de plus. Merci beaucoup, c'est une conférence extraordinaire.